Le temps, une phrase clé, nous avons tous un approvisionnement limité. Mon père a vécu 90 ans, mais cela semblait être 93. Dans sa vie apparemment longue de 93 ans, cela semblait court parce qu'il semble toujours que nous pourrions utiliser plus de temps. L'Ancien Testament nous donne une vision de certaines personnes qui ont vécu jusqu'à 5-6 789 ans. Si j'avais la chance de demander, je demanderais. Pourquoi avons-nous été lésés? Cependant, ce ne serait pas une bonne question si j'avais l'occasion de demander. Imaginez avoir 78 500 ans pour regarder génération après génération rester en bonne santé et bien portant. Pour atteindre 900 ans, vous devez prendre soin de votre santé. La leçon principale est que le temps est précieux. Maintenant, laissez-moi partager la description du temps de Bill Bailey. La vie n'est pas juste l'écoulement du temps. La vie est une collection d'expériences, leur fréquence et leur intensité. La vie ne consiste pas à regarder le temps s'écouler, c'est l'intensité et la fréquence des expériences. Quand mon ami Marc est décédé à l'âge de 44 ans, quelqu'un a dit que c'était jeune pour mourir. Mais s'il avait vécu 4 vies en une seule, cela pourrait ne pas être trop jeune. Quelle que soit la durée de votre vie, voici ce que vous voulez remplir, des expériences et l'intensité de ces expériences. Maintenant, parlons de la gestion du temps. Voici l'une des meilleures stratégies que nous avons abordées précédemment. Quand devriez-vous commencer à construire cet hôtel? Réponse, dès que vous l'avez terminé. Et je vais noter ceci sur la gestion du temps, quand devriez-vous commencer la journée? Dès que vous l'avez fini. Planifiez la journée du mieux que vous pouvez, en laissant beaucoup de place pour l'amélioration et les surprises. Mais si vous avez planifié une bonne journée productive, commencez cette journée. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point votre temps sera plus précieux. Ne commencez pas la journée tant que vous ne l'avez pas terminée. Voici le suivant, ne commencez pas la semaine tant que vous ne l'avez pas finie. Maintenant, planifier une semaine est un assez bon défi. Ensuite, ne commencez pas le mois tant que vous ne l'avez pas terminé. Des endroits à visiter, des gens à voir, la productivité, les ventes, les clients, le développement, et tout le reste de ce que vous voulez accomplir pendant 30 jours. Ne commencez pas le mois tant qu'il n'est pas terminé. Et puis voici le grand défi, ne commencez pas l'année tant que vous ne l'avez pas fini. Du mieux que vous le pouvez. Ça ne peut pas être fini minute par minute, mais en termes de ce que vous voulez accomplir en 2002, assurez-vous que c'est prêt à partir lorsque le 1er janvier arrive. Et cela pourrait tout bouleverser, et cela pourrait être déchiré, et vous refaites, et vous faites tellement de progrès les 90 premiers jours que maintenant vous avez multiplié par 2 par 3. Parce que cela m'est arrivé. Je pensais, waouh, voici comment cette année va être géniale. Quand j'ai terminé le 3e mois, je roule, je suis endolori, et tellement de choses se passent. Je révise tout mon plan de l'année. Maintenant, notez ceci, approche de la gestion du temps. Voici le premier, ignorez le sujet. Je veux dire, c'est un bon conseil. Ne laissez rien vous embêter outre mesure. Car rappelez-vous, maintenant, vous n'avez rien à faire. Donc, si vous voulez tout laisser tomber, vous pouvez tout laisser tomber. Je veux dire, c'est un bon conseil. Quelqu'un dit, tu devrais, tu devrais, tu devrais. Voyez-vous, vous écrivez, ignorez tous ces tu devrais ou tu dois. Seulement s'il donne des informations générales. Nous devrions. Il vaut mieux dire, si vous enseignez. Nous devrions, pas, tu devrais. Ensuite, vous me laissez écouter sans que ce soit trop confrontant. Si tout le monde faisait cela, voyez-vous, ce serait génial. Et vous donnez à une personne la chance de choisir de le faire ou de ne pas le faire. Mais quand vous commencez le « tu vois » et « tu sais », nous avons un peu de tension et peut-être quelques problèmes. Donc, il semble que vous créez toujours des problèmes lorsque vous parlez à vos enfants. Vous dites « non, si les enfants faisaient cela ». Ne dites pas toujours « si tu faisais cela, si tu faisais cela, la vie serait meilleure ». Mais si les enfants faisaient cela, la vie serait meilleure. C'est comme faire un petit discours et les laisser écouter, et ensuite c'est un peu moins confrontant. Cela nous donne un choix. Lors de l'un de mes séminaires, voici ce que j'enseigne, toutes les formes de vie s'efforcent au maximum de leur potentiel. Sauf les êtres humains. Toutes les formes de vie s'efforcent au maximum de leur potentiel, sauf les êtres humains. Jusqu'à quelle hauteur un arbre va-t-il pousser? Aussi haut qu'il le peut. Vous n'avez jamais entendu parler d'un arbre qui pousse à moitié aussi haut qu'il le pourrait. Non, les arbres ne poussent pas à moitié. Un arbre enfonce ses racines aussi profondément qu'il le peut,
s'élève aussi au qu'il le peut. Produit chaque feuille qu'il peut, chaque fruit qu'il peut, au maximum. Toutes les formes de vie s'efforcent au maximum, sauf les êtres humains. Maintenant, pourquoi pas les êtres humains? Notez ceci, vous avez été doté de la dignité du choix. Vous n'êtes pas un robot. Vous n'avez pas à répéter cette année comme la précédente. Vous pouvez déchirer le plan de l'année dernière, élaborer un nouveau plan. Donc, la dignité d'être un être humain. Maintenant, voici le choix d'être un être humain, faire partie de tout ce que nous étions censés être ou être tout, aspirer à tout, ou à moitié, ou en partie, ou un peu. Le choix vous appartient, développez une compétence ou 10 compétences. Quelqu'un dit, eh bien, je serais content d'apprendre juste une langue de plus. Eh bien, certains disent, eh bien, je vais en apprendre 6 ou 7. Et tout cela est une question de choix. Quand quelqu'un dit, non, tu devrais en apprendre 4, vous devez résister à tout cela car il s'agit de dignité personnelle, et vous ne voulez pas détruire la dignité de quelqu'un en faisant toutes les arts et qu'il se sente réticent à le faire. Maintenant, nous avons des problèmes. Donc, si vous voulez simplement ignorer ce sujet sur la gestion du temps. Maintenant voici le suivant, descendez à quelque chose de plus facile. Le gars est dans les ventes et il dit, oh, je veux posséder l'entreprise. Finalement, il possède l'entreprise. Maintenant, il n'a plus de temps pour jouer au golf. Il a dit, quand j'étais dans les ventes, je gagnais beaucoup d'argent, je jouais au golf 3 jours par semaine. Mais maintenant, avec la propriété, peu importe la gestion. Ma vie n'était jamais la mienne après avoir commencé à gérer. Je retourne aux ventes. Voyez-vous, c'est la clé. Si vous êtes trop pressé, vous pourriez envisager de descendre à quelque chose avec un peu moins de pression temporelle. Une petite fille dit à sa mère, papa rentre à la maison, apporte sa mallette, me tapote la tête et dit bonjour et disparaît et travaille sur ses papiers. Pourquoi mon papa ne joue-t-il pas avec moi? Et sa mère a dit. Regarde, ton papa t'aime beaucoup, mais il est tellement occupé au travail, il ne peut pas tout faire. Il doit le ramener à la maison. Il t'aime, mais c'est pourquoi il ne peut pas jouer avec toi. Et la petite fille a dit, pourquoi ne le met-il pas simplement dans un groupe plus lent? Donc, notez ceci, maintenant, si vous n'avez pas de temps pour vos enfants, vous pourriez envisager de rejoindre un groupe plus lent. Vous vous souvenez quand j'ai dit que certaines choses pour lesquelles j'ai opté m'ont coûté trop cher? Donc, reconsidérez. Ensuite, la clé de la gestion du temps, ne pas travailler plus dur, mais plus intelligemment. Lorsque vous avez travaillé aussi dur que possible, faisant de votre mieux en termes de production physique, dans un délai raisonnable, voici maintenant le summum de la gestion du temps. Vous devenez simplement plus habile. Quand je suis entré dans les ventes pour la première fois, j'étais avec des gens qui pouvaient obtenir 9 sur 10. Quand j'ai commencé, je pouvais seulement en obtenir 1 sur 10. Mais voici ce que j'ai fait, j'ai travaillé autour de l'horloge, pour que je rattrape en nombre ce qui me manquait en compétences. C'est bon dans les ventes. Vous devez noter cela. Lorsque vous êtes nouveau, vous rattrapez en nombre ce qui vous manque en compétences. Maintenant, lorsque vous devenez plus habile, les chiffres peuvent baisser car maintenant votre capacité de persuasion et tout ça sont si élevés que vous n'avez pas besoin de mettre autant de chiffres. Mais au début, si vous voulez rivaliser ou si vous voulez vraiment devenir bon, vous devez mettre les chiffres. Mais si vous obtenez plus de vous-même, développez plus de vous-même, maintenant la gestion du temps devient une tâche plus facile. Voici la prochaine chose, soit vous menez le projet, soit il vous mène. J'ai découvert que lorsque vous commencez quelque chose, au début, vous êtes aux commandes. Tout à coup, 1 an plus tard, c'est lui qui est aux commandes. Certaines des entreprises que j'ai lancées. Je vous le dis, je contrôle tout. 2 ans plus tard, je suis hors de contrôle. Au début, je le tiens à distance. 2 ans plus tard, il me court après. Je n'ai pas assez de temps, je suis étourdi à essayer de tout faire. Donc, voici une partie de la clé, prendre les commandes. Vous, je vais prendre en charge ma santé. Un de mes albums s'intitule « Prenez le contrôle de votre vie, prenez le contrôle de votre temps. Prenez le contrôle de vos ressources, dont nous allons parler ensuite, prenez en charge votre santé. C'est à vous d'en être responsable. Ce n'est pas une exigence de la société que vous n'ayez pas de crise cardiaque et que vous preniez soin de votre famille. Ce n'est pas une exigence de la société, mais vous devez en faire une exigence pour vous-même. La société n'exige pas que vous construisiez un mur financier autour de votre famille. Rien ne peut passer. Ce n'est pas une exigence de la société,
c'est une exigence que vous vous imposez. Construire un mur financier autour de votre famille, rien ne peut passer. Alors, imposez-vous le développement personnel d'être en charge, de prendre en charge votre vie et votre santé et votre avenir et vos responsabilités et tout le reste. Ensuite, un délai raisonnable est suffisant pour atteindre tous vos objectifs. Notez simplement cela, un délai raisonnable est suffisant. J'ai dû apprendre qu'un délai raisonnable est suffisant. Voici pourquoi, ce ne sont pas les heures que vous passez, c'est ce que vous mettez dans les heures. Si vous commencez à déposer de meilleures idées dans les heures que vous avez, plus tard, alors maintenant, je vous le dis, plus tard, vous ne pouvez pas croire la productivité qui va en découler. Les idées que vous ne pouvez pas avoir maintenant, dans un an, elles commenceront à affluer. Et lorsque vous déposez ces idées dans les heures que vous avez, la productivité se multiplie par 23 510. Ensuite, les essentiels de la gestion du temps. Nous avons déjà abordé le premier, un ensemble d'objectifs écrits, puis des priorités sur vos objectifs. Qu'est-ce qui est important cette semaine? Qu'est-ce qui est important ce mois-ci? Voici le suivant, souvent révisé. Passez simplement en revue vos objectifs pour vous assurer que votre liste fonctionne pour vous. C'est inspirant. Cela vous motive. Quelqu'un dit, pourquoi es-tu levé si tôt? Dites, si vous alliez là où je vais, vous seriez aussi levé tôt. Eh bien, si vous alliez rencontrer qui je vais rencontrer, vous seriez levé tôt. Si cela allait se monter pour vous comme cela se monte pour moi, vous seriez levé tôt. Voici quelques autres essentiels de gestion du temps, apprenez à étudier ce que nous appelons les majeurs et les mineurs. Vous décrochez le téléphone, voici ce que vous devez dire, lorsque vous décrochez le téléphone, s'agit-il d'une conversation importante ou mineure? Si c'est mineur, quelques courtoisies et c'est terminé. Si c'est important, peut-être que vous devez prendre quelques notes. Donc, voici le suivant, préparez les conversations. Établissez un ordre du jour avant de passer l'appel. Notez un petit ordre du jour. C'est tellement facile maintenant de simplement parler de votre tête. Avez-vous déjà entendu une conversation comme celle-ci? Comme ceci, voyons, il y avait autre chose. Vous ne semblez pas très vif. Je ne peux pas y penser tout de suite. Je te rappellerai, à bientôt. Vous semblez un peu incompétent, voyons. Il y avait quelque chose, ça m'échappe pour le moment. Vraiment. Alors, nous avons ça maintenant, mon ordre du jour avant de passer un appel. Si c'est un appel important, plus tard cela vous fait économiser toutes sortes de choses. Vous appelez John et le vendeur dit. John, vous vous souvenez de ces 4 choses dont nous avons parlé? John dit, non, nous n'avons pas parlé de ça. Et puis vous sortez votre agenda ou ce que vous avez, et là, il y a la liste que vous avez faite lorsque vous avez passé l'appel. Il dit, oh oui, il me semble que je me souviens, et vous l'avez avec votre liste. Si ce ne sont que des vendeurs, surtout, ils peuvent vous faire changer d'avis sur ce que vous avez en tête. C'est vrai. Non, nous n'avons pas parlé de ça. Et si vous n'avez pas un peu de preuves, je vous le dis, c'est parti. Donc, faites un ordre du jour avant de passer un appel. Qu'est-ce qui est majeur, qu'est-ce qui est mineur? Maintenant, voici la clé sur cela, ne faites pas des choses mineures une affaire majeure. Si vous consacrez un temps majeur à faire des choses mineures, je vous le dis, vous serez constamment en retard. Voici ce que nous apprenons dans la formation à la vente, qu'est-ce qui est majeur en termes de temps, qu'est-ce qui est mineur en termes de temps. Voici le temps mineur, pensez aux prospects, faire des listes de prospects, tenir des livres sur les prospects, aller voir le prospect, évaluer le prospect après être allé le voir. Tout cela est du temps mineur. Voici le temps majeur, en présence du prospect. C'est du temps majeur. Et si vous jetez un coup d'œil à une semaine, vous direz, mon Dieu, je passe 9/10 de mon temps sur les trucs mineurs et si peu de temps sur les choses majeures en présence de combien d'heures dans la journée, combien d'heures en présence pendant ma semaine de vente. Parce que le temps qui compte vraiment est en présence du prospect. Les choses majeures et les choses mineures. Voici un autre essentiel de la gestion du temps, ne confondez pas le mouvement avec la réalisation. Il est facile de se faire avoir en étant un gars occupé. Rentre à la maison le soir, tout épuisé, s'effondre dans le fauteuil et dit « Oh, j'ai été. » Voici la grande question, à faire quoi? Ce n'est pas le fait d'aller. Et certaines personnes vont, et elles font des 8. Je veux dire, leur progrès est faible. Donc, ne confondez pas le mouvement avec la réalisation.
Il y en a un autre en vente que nous apprenons, ne confondez pas la courtoisie avec le consentement. Si quelqu'un est agréable et fait signe de la tête, vous dites, oh, ils vont acheter. Non, ils sont courtois. Vous ne pouvez pas confondre la courtoisie avec le consentement. Maintenant, voici un gros, la concentration. J'ai dû apprendre cela il y a toutes ces années. Je suis sous la douche en train de composer une lettre. Le téléphone s'avère être une lettre étrange. Alors, voici ce que j'ai appris à faire, gardez le travail jusqu'à ce que vous arriviez au bureau. Gardez le travail jusqu'à ce que vous arriviez au travail. Ne cherchez pas à arriver au bureau en allant au travail. En allant au travail, appréciez le chemin, appréciez la douche. Ensuite, allez travailler. Quand vous arrivez au travail, j'ai trouvé que cela était utile, concentration. Voici un autre gros, apprenez à dire non. Je vous le dis, dans une société comme la nôtre maintenant, il est tellement facile d'essayer d'être une personne gentille, en disant oui, oui, oui à tout, et de vous retrouver surchargé. Et maintenant vous devez appeler et faire, eh bien, bon sang, vous savez tout le temps qu'il faut pour vous désengager de quelque chose à quoi vous avez dit oui trop rapidement. Voici ce qui pourrait être mieux, je ne pense pas, mais si ça change, je vous appellerai. De petites choses que vous pouvez utiliser pour ne pas vous surcharger. Mon ami Ron Reynolds dit, ne laissez pas votre bouche surcharger votre dos. C'est une bonne. Maintenant, voici un gros sur la gestion du temps, quand vous travaillez, travaillez, quand vous jouez, jouez. Ne mélangez pas les deux. Ne travaillez pas en jouant. Je prenais l'habitude d'emmener ma famille à la plage et j'apportais ma serviette. J'ai appris à ne pas faire ça. Ou à la plage, je dis, je devrais être au bureau. Maintenant ma famille est contrariée parce que je suis à la plage et je pense bureau. Bureau, bureau. Maintenant quand je suis au bureau, je pense, qu'est-ce que je dois faire? Emmener ma famille à la plage, la plage, la plage. Donc les choses ne se passent pas trop bien au bureau parce que je pense plage, et les choses ne se passent pas trop bien à la plage parce que je pense bureau. Voici ce que j'ai appris à faire, à la plage, soyez à la plage. Au bureau, soyez au bureau. Quand vous travaillez, travaillez, quand vous jouez, jouez. Ne mélangez pas les deux. Ne travaillez pas en jouant. Maintenant, voici l'une des plus importantes, ne jouez pas au travail. Le travail est trop sérieux. Vous ne voulez pas avoir la réputation d'être le bouffon du bureau. Ce n'est pas une bonne chose. Oui, il y a du temps pour quelques histoires agréables. Oui, il y a du temps pour un peu d'humour. Oui, c'est mieux si c'est un bureau joyeux, bien sûr. Mais je vous dis, vous devez être sérieux au travail car vous cédez une partie de votre vie pour le travail que vous faites. Votre travail vous coûte une partie de votre vie. Voici ce que ça s'appelle, le sérieux des affaires. Pas sinistre, pas malheureux, mais sérieux. Clé, ne jouez pas au travail. L'ancienne expression que je ne pense pas que nous utilisions plus. S'amuser au bureau, jouer, faire des blagues, des farces. Pas de place, pas au travail. À la plage, oui. Au bar, oui. Ailleurs, pas au travail. Traitez le travail avec toute la passion conservatrice qui lui est due car il vous mène vers votre avenir. Voici une autre expression clé, tout travail est bon. Vous n'aimez peut-être pas votre emploi, mais si c'est un tremplin pour vous emmener là où vous voulez aller. Vous devez apprécier votre travail. Vous n'avez pas à avoir de passion pour votre travail. Voici la passion ultime, une passion pour un succès incroyable dans chaque domaine de ma vie. C'est la passion. Mais ne regardez pas de haut un travail manuel que vous devez faire pour enfin vous emmener là où vous voulez aller. Aucun travail n'est méprisable. Chaque travail est noble. Former sa vie pour gagner sa vie. Faire une contribution à la société. Ensuite, analysez comment vous êtes, et si vous avez des faiblesses, si cela ne semble pas pouvoir changer, voici la clé, couvrez-vous. Je continuais à me promettre de tenir les livres, tenir les livres, tenir les livres. Finalement, j'ai abandonné ça. À l'époque, cela ne me coûtait que 50 ou 60 $ de plus par mois pour qu'un comptable tienne les livres. J'ai dit, non, je vais économiser les 50 $. Vous ne pouvez pas croire ce que j'ai commencé à perdre en productivité parce que j'essayais d'économiser les 50 $. Donc, la clé est que vous pouvez souvent rester comme vous êtes, mais assurez-vous simplement que vous êtes couvert. D'accord, ensuite, méfiez-vous du téléphone et de tous les autres systèmes de communication, surtout le téléphone à la maison et les systèmes de communication à la maison.
Et voici l'une des meilleures lignes que j'ai pour vous pour le week-end: laissez tous les systèmes de communication vous servir, mais ne les laissez pas interférer. Quand il est temps de dîner avec votre famille, vous éteignez tous les systèmes sauf ceux qui peuvent prendre des messages silencieusement. Ne laissez pas le téléphone sonner. Ne laissez personne interférer. Ne passez pas par la porte d'entrée. Ni par la porte arrière, ni par le téléphone ou tout autre dispositif. Ainsi, vous ne pouvez pas joindre John et sa famille lorsqu'ils dînent. Le président des États-Unis ne pourrait pas passer. Si vous développez ce genre de réputation, père, mère, quand nous dînons, quand nous visitons et avons ce temps avec notre famille, rien n'interfère. Donc, ne laissez pas ces petits dispositifs astucieux continuer à interférer. Vous devez avoir un endroit qui est sacré. C'est précieux. Vous ne laissez rien entrer pendant cette période de temps. D'accord, n'est-ce pas un bon conseil? Un excellent conseil. Voici la prochaine: lisez tous les livres. Vous savez, je n'ai que quelques notes ici sur la gestion du temps, mais si vous avez des défis particuliers, vous dirigez une grande organisation, une grande entreprise. Vous avez des défis, il y a plein de livres. Maintenant, voici ce qui vient ensuite: soyez simplement plus attentif aux choses qui pourraient voler votre temps. Voici pourquoi: le temps est comme du capital. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un voler votre grain semencier. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un voler votre capital. Et vous ne pouvez pas laisser quelqu'un voler votre temps. Vous devez désigner votre temps. Et une partie du temps que vous désignez, vous ne devez pas laisser quelqu'un voler. Le temps occasionnel, vous pouvez laisser quelqu'un s'introduire et voler un peu et prendre un peu, mais pas le temps sérieux. Ensuite, l'un des grands moyens de gestion du temps est d'apprendre à poser des questions dès le départ. Parfois, vous parlez à quelqu'un pendant 1 heure, et puis vous posez des questions et vous découvrez que si vous aviez posé ces questions dès le départ, vous auriez pu vous épargner 1 heure. Poser des questions dès le départ vous aide à cerner le problème maintenant. Mais si vous vous lancez simplement dans un discours, vous pourriez perdre 30 minutes, perdre 1 heure, alors que vous auriez dû parler de cela. Après avoir passé 1 heure, vous dites: John, quel est vraiment le problème? Il dit: eh bien, c'est quelque chose de personnel. Voyez. C'est de cela dont vous auriez dû parler pendant cette heure entière. D'accord, ensuite, apprenez à penser sur papier. Ensuite, nous allons faire une pause. Certaines façons de penser sur papier sont de résoudre des problèmes. Sortez-le de votre tête et mettez-le sur papier. Un autre est de fixer des objectifs, de faire ces listes que nous avons déjà commencées. Voici une autre bonne façon de penser sur papier. C'est un cahier de projet. Pour chaque personne avec qui vous travaillez et chaque projet sur lequel vous travaillez, obtenez un classeur à feuilles mobile avec un onglet et quelques feuilles de papier derrière l'onglet, et faites un petit résumé continu de comment cela se passe entre vous et cette personne, et entre vous et ce projet. Je l'appelle un cahier de projet. C'est si utile pour moi. Mais que se passe-t-il entre vous et cette personne quand vous vous êtes vus pour la dernière fois? De quoi avez-vous parlé? Et vous avez quelques notes ici. Voici de quoi nous avons parlé la dernière fois que nous nous sommes vus. Vous savez, quand vous vous retrouvez, vous pouvez revoir cela pour mieux savoir de quoi parler quand le président se prépare à voyager et qu'il va rencontrer des gens importants. Devinez ce qu'il lui apporte? Tous ces dossiers de briefing, n'est-ce pas? La dernière fois que vous étiez avec un tel, Kennedy est informé. Voici ce qu'il a dit, et voici ce que vous avez dit. Kennedy dit: oh, c'est précieux. Je dois m'en souvenir. Si une personne est importante, cela vaut la peine de faire un petit compte-rendu. Vous pourriez même avoir un cahier de projet pour vos enfants. Voici ce qui se passe entre moi et mon enfant. Nous avons parlé de ceci, et nous avons parlé de cela, et nous avons parlé de cela. Ensuite, planificateur de journée, ou suivi de tous vos rendez-vous. Vous savez, le mien est rempli de quand attraper un avion, quand faire un séminaire, quand s'asseoir et avoir une conférence, tout le reste. Ensuite, c'est un plan de jeu. Vous savez, si vous avez une maison et que l'assurance va arriver à échéance, et que d'autres choses vont arriver à échéance, vous les mettez simplement sur une feuille de calcul et vous vous assurez que c'est pris en charge. Expression clé: sortir les choses de votre tête et les mettre sur papier. Et la clé est simplement d'expérimenter avec différentes façons. Cela vous aide à le faire. Maintenant, voici le dernier: penser sur papier. Essaie de tenir un journal. Une des choses pour lesquelles je suis connu dans le monde entier depuis maintenant 3940 ans, c'est de tenir un journal. Maintenant, mon journal n'est pas nécessairement un journal intime.
Il pourrait être en partie un journal intime. Vous savez, je vole au-dessus de l'Irlande et j'écris quelques petites choses qui m'impressionnent. Aujourd'hui, j'ai rencontré cette personne. Waouh, quel événement extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai animé ce séminaire à Rome. 1000 personnes se sont levées et ont chanté pour moi. J'ai un peu de journal intime là-dedans. Mais voici ce pourquoi votre journal est principalement collecter de bonnes idées. Un journal est fait pour collecter de bonnes idées sur votre santé, de bonnes idées pour votre entreprise, de bonnes idées pour votre avenir, de bonnes idées pour la gestion du temps. Parce que j'avais l'habitude de prendre des notes sur des morceaux de papier, et des coins déchirés, et des revers de vieilles enveloppes, et des sets de table de restaurant, et je jetais toutes ces choses dans le tiroir. Ça ne me servait pas bien. J'ai finalement appris à obtenir une copie reliée, n'est-ce pas? Et à juste tenir un journal, n'est-ce pas? Si j'étais ici, j'aurais mon journal. Je prendrais des notes ces 2 jours dans mon journal. Maintenant, si vous êtes pris sans votre journal, vous prenez simplement les notes. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez ces notes dans votre journal, jetez le papier, parce que nous n'avons généralement pas besoin de papier pour réviser. Mais voyez-vous, mes journaux font maintenant partie importante de ma propre bibliothèque. Mes journaux, tous réservés en privé pour mes enfants et mes petits-enfants. Pouvez-vous imaginer ce que j'ai collecté au fil des ans? C'est incroyable. Il y a 3 trésors à laisser derrière soi. Je pense que vous avez déjà ces notes ici. Ils sont, 1. Vos photos. Ne laissez pas l'événement non enregistré. Il ne faut qu'une fraction de seconde pour dire, voici avec qui j'étais quand j'ai voyagé dans le monde. N'est-ce pas? Avons-nous pris toutes ces photos? Et voici l'un des cadeaux que les gens m'envoient, les photos qu'ils ont prises de moi et d'eux. C'est une partie des trésors que j'ai à la ferme. Incroyable. Une image vaut 1000 mots pour décrire la scène, l'émotion, ce qui s'est passé. Dire, waouh, ce fut une journée extraordinaire pour moi quand j'ai rencontré ces gens. Voici ce qui leur est arrivé quand ils sont venus à mon séminaire il y a 10 ans. Waouh, le drame revient si vous avez pris les photos. C'est l'un des trésors à laisser derrière soi quand on part. Rappelez-vous les vieilles photographies que nous avons maintenant, d'il y a 100 ans, 7080 ans. Juste quelques photographies. Que serait-ce si vous aviez des milliers de photographies du passé, de votre histoire, de votre mère, de votre père, de vos grands-parents? Alors changez tout cela maintenant pour vos enfants. Laissez toutes vos photographies comme témoignage. Voici ce qui vient ensuite, à laisser derrière soi, et c'est votre bibliothèque. Les livres qui ont changé votre vie, les livres qui ont changé votre santé, les livres qui vous ont sauvé de l'oubli, les livres que vous avez transmis à d'autres personnes. Ils étaient si passionnants pour vous? Les livres qui vous ont rendu financièrement indépendant, les livres qui ont développé votre leadership, les livres qui vous ont donné la sagesse à méditer quand les choses étaient difficiles, les livres qui vous ont aidé à traverser l'hiver, les livres qui vous ont aidé à planifier au printemps et à récolter à l'automne. Quel trésor à laisser derrière soi. Mais si vous le faites, voici ce qui est sûr. Vos livres seront plus précieux que vos meubles. Maintenant, le 3e trésor à laisser derrière soi est vos journaux. Les notes que vous avez prises qui vous ont aidé à vivre la vie telle que vous l'avez vécue longtemps après votre départ. Un trésor que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants trouveront si fascinant. Ils peuvent l'utiliser pour guider leur propre vie dans leur propre avenir. D'accord, nous avons épuisé le temps pour la gestion du temps. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux discuter de l'une des forces les plus puissantes dans la réussite humaine, l'art de fixer des objectifs et de réaliser vos rêves. Je crois que fixer et atteindre des objectifs n'est pas seulement une compétence, c'est un art, un chef-d'œuvre que chacun de nous peut créer dans nos vies. Permettez-moi de commencer en disant ceci, la plus grande tragédie dans la vie n'est pas d'échouer à atteindre vos objectifs. C'est de ne pas avoir d'objectifs à atteindre. Comme l'a dit le grand Earl Nightingale, les gens qui ont des objectifs réussissent parce qu'ils savent où ils vont. Alors, laissez-moi vous demander, où allez-vous? Quels sont vos rêves? Quelles sont vos aspirations? Que voulez-vous accomplir dans cette vie précieuse qui est la vôtre? Vous voyez, l'art de fixer des objectifs ne consiste pas seulement à dresser une liste des choses que vous souhaitez accomplir. Il s'agit de créer une feuille de route pour votre vie. C'est avoir une vision claire de ce que vous voulez et ensuite avoir le courage, l'engagement et la constance pour donner vie à ces aspirations. Pensez à vos objectifs comme à la boussole qui guide votre navire à travers le vaste océan de la vie. Sans cette boussole, sans ces objectifs, vous pourriez dériver sans but, vous perdre dans les courants et les vents qui vous entourent.
Mais avec des objectifs clairs et définis, vous devenez le capitaine de votre destin, traçant un cours vers vos rêves. Maintenant, laissez-moi partager avec vous les principes fondamentaux de la fixation des objectifs. Tout d'abord, la clarté est primordiale. Vous devez être cristallin sur ce que vous voulez accomplir. Des objectifs vagues produisent des résultats vagues. Si votre rêve est de construire une carrière réussie, définissez ce que le succès signifie pour vous. Est-ce un poste spécifique, un certain niveau de revenu, ou un impact particulier que vous voulez avoir dans votre domaine? Plus vous êtes précis, mieux vous pouvez diriger vos efforts. Deuxièmement, écrivez vos objectifs. Il y a un immense pouvoir à mettre les mots sur papier. Lorsque vous écrivez vos objectifs, vous les transformez de simples pensées en objectifs tangibles et concrets. C'est comme signer un contrat avec vous-même, vous engageant à faire de ces rêves une réalité. Troisièmement, fixez des échéances. Un objectif sans échéance n'est qu'un vœu pieux. Lorsque vous fixez une échéance, vous créez un sentiment d'urgence, une motivation à agir et à progresser chaque jour. Divisez vos objectifs en tâches plus petites et gérables avec des échéances spécifiques pour suivre vos progrès. De plus, ne vous concentrez pas seulement sur le résultat final, appréciez le voyage. Le processus de lutte pour atteindre vos objectifs est là où la croissance, l'apprentissage et le développement de caractère se produisent. Acceptez les défis, les revers et les leçons en cours de route car ils vous façonnent en personne capable d'atteindre ses rêves. Et voici un point crucial, assumez la responsabilité de vos objectifs. Vous êtes l'architecte de votre destinée. Ne blâmez pas les circonstances, la chance ou les autres pour votre manque de progrès. Acceptez que vous avez le pouvoir de changer votre vie et assumez la responsabilité de vos actions et décisions. Permettez-moi de partager une histoire avec vous. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre. Ce marbre n'est pas simplement une pierre, il contient le potentiel de devenir une sculpture magnifique. Le sculpteur ne taille pas au hasard, il a une vision, un objectif en tête. Il travaille avec diligence, éclat après éclat, jusqu'à ce que son chef-d'œuvre soit révélé. De la même manière, vous êtes le sculpteur de votre vie. Vos rêves et objectifs sont ce bloc de marbre. Taillez-les chaque jour avec dévouement, persistance et croyance inébranlable. Visualisez le chef-d'œuvre que vous souhaitez créer. Puis agissez avec inspiration pour le réaliser. Souvenez-vous, les objectifs ne concernent pas seulement ce que vous accomplissez mais aussi qui vous devenez dans le processus. Il s'agit de développer les habitudes, la mentalité et la résilience qui vous propulsent vers vos rêves. Mes amis, l'art de fixer des objectifs et de réaliser vos rêves est à portée de main. Cela commence par une vision claire. Des objectifs écrits, des échéances, l'assumption de la responsabilité, le plaisir du voyage et une persistance implacable. Alors, je vous mets au défi aujourd'hui, prenez un stylo, prenez une feuille de papier et écrivez vos objectifs. Rendez-les vivants, spécifiques et inspirants. Engagez-vous à agir de manière cohérente envers eux chaque jour. Acceptez les revers comme des leçons, célébrez les victoires et ne perdez jamais de vue le chef-d'œuvre que vous créez, la vie de vos rêves. Merci, et rappelez-vous, l'avenir est lumineux pour ceux qui osent rêver et sont prêts à mettre en œuvre les efforts pour réaliser ces rêves. Allez là-bas et faites de votre vie un chef-d'œuvre. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je veux partager avec vous les principes intemporels qui peuvent vous donner le pouvoir de façonner votre destin et de créer une vie d'épanouissement, de succès et de dessein. Tout d'abord, laissez-moi souligner que votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Le pouvoir de transformer votre réalité réside en vous. Il est temps de prendre le contrôle. De saisir les rênes de votre destin et de naviguer vers la vie que vous avez toujours envisagée. La base de la prise en charge de votre vie est enracinée dans le développement personnel. Investissez en vous-même. Comme je le dis souvent, travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail. Cultivez l'habitude de l'apprentissage continu, lisez, assistez à des séminaires, écoutez des podcasts et entourez-vous de personnes qui inspirent la croissance. Rappelez-vous, votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau de développement personnel. Ensuite, embrassez le pouvoir de la définition d'objectifs. Fixez-vous des objectifs clairs et convaincants qui allument votre passion et vous propulsent vers l'avant. Les objectifs donnent à votre vie direction et but. Ils agissent comme une feuille de route vous guidant à travers le voyage de la découverte de soi et de l'accomplissement. Ne vous contentez pas de fixer des objectifs, rendez-les spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Plus vous avez de clarté sur votre destination, plus il devient facile de naviguer sur le chemin. Dans la poursuite de vos objectifs,
comprenez que les revers ne sont pas des échecs, ce sont des leçons. La vie est pleine de défis, et c'est la façon dont vous y répondez qui définit votre caractère. Apprenez de chaque expérience, adaptez-vous et continuez d'avancer. Comme je le dis souvent, ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur. Prendre en charge votre vie nécessite de maîtriser l'art de la gestion du temps. Le temps est le grand égaliseur, nous avons tous les mêmes 24 heures par jour. La différence réside dans la façon dont nous utilisons ce temps. Priorisez vos tâches. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment et éliminez les activités qui font perdre du temps. Rappelez-vous, la clé n'est pas de gérer le temps mais de nous gérer dans le temps que nous avons. Un autre aspect crucial de la maîtrise de la vie est de cultiver une attitude positive. Votre attitude détermine votre altitude. Abordez les défis avec optimisme, voyez les revers comme temporaires et maintenez une croyance inébranlable en votre capacité à surmonter les obstacles. Comme je le dis souvent, ne rejoignez pas une foule facile, vous ne grandirez pas. Allez là où les attentes et les demandes de performance sont élevées. Entourez-vous d'influences positives, vos associations ont un impact profond sur votre mentalité et vos comportements. Choisissez vos amis et mentors avec sagesse, alignez-vous avec des personnes qui vous élèvent, vous inspirent et vous poussent à devenir la meilleure version de vous-même. Comme le dit le dicton, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Prendre en charge votre vie implique également de maîtriser l'art de la communication efficace. Développez la capacité d'articuler vos pensées, écoutez attentivement et connectez-vous avec les autres sur un niveau plus profond. La communication est la monnaie du succès, et ceux qui peuvent s'exprimer avec clarté et empathie sont destinés à la grandeur. Dans la poursuite de vos rêves, soyez persévérants. Le succès n'est pas un phénomène du jour au lendemain, c'est le résultat d'un effort constant et discipliné dans le temps. Restez engagé envers vos objectifs, persévérez à travers les défis et maintenez une éthique de travail implacable. Comme je le dis souvent, le succès consiste à faire ce que vous aimez et à pouvoir le redonner aux autres. Et n'oubliez jamais l'importance de la gratitude. La gratitude est l'antidote à la négativité. Prenez chaque jour le temps de réfléchir aux bénédictions dans votre vie. Exprimer sa gratitude déplace votre attention de ce que vous manquez à ce que vous avez, créant ainsi un état d'esprit positif qui attire davantage d'abondance. Ce qui m'amène à mon point suivant. Laissez-moi vous dresser un tableau vivant. Imaginez avoir un mentor, un guide sage et expérimenté à votre disposition à tout moment, jour et nuit, prêt à partager des idées, à offrir des conseils et à vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. Eh bien, ce mentor est un livre. Les livres servent de mentor pour la croissance personnelle, fournissant des leçons inestimables et des principes intemporels qui peuvent façonner le cours de votre vie. Tout d'abord, les livres sont une porte d'entrée vers un monde de connaissances. Dans le domaine du développement personnel, la connaissance est la clé qui ouvre les portes du succès. Que ce soit pour comprendre les principes du succès, apprendre des expériences des autres ou obtenir des idées sur les subtilités de la croissance personnelle, les livres sont les réservoirs de sagesse qui attendent d'être exploités. La lecture vous permet de vous tenir sur les épaules de géants, d'accéder à la sagesse collective des plus grands esprits de l'histoire. La beauté des livres est qu'ils transcendent le temps et l'espace, vous permettant d'apprendre des philosophes, des leaders et des visionnaires qui ont laissé une empreinte indélébile sur le monde. Comme je le dis souvent, ne lisez pas seulement les choses faciles. Cela peut vous divertir, mais vous n'en tirerez jamais de leçons. Les livres servent de mentor en fournissant des conseils pour naviguer dans les complexités de la vie. La vie est un voyage rempli de défis, et souvent nous nous retrouvons à des carrefours, nous demandant quel chemin prendre. En ces moments-là, un livre bien choisi peut être la boussole qui vous indique la bonne direction. Que ce soit pour surmonter les obstacles, développer la résilience ou trouver un sens à votre vie, les livres offrent des conseils pratiques et des idées profondes pour vous guider dans votre parcours de croissance personnelle. Le pouvoir des livres réside dans leur capacité à façonner votre état d'esprit. Vos pensées déterminent vos actions, et vos actions façonnent votre destin. Les livres ont le pouvoir transformateur d'influencer votre façon de penser, de remettre en question vos croyances et d'élargir votre perspective. Un livre bien écrit a la capacité de déclencher un changement de paradigme, éveillant de nouvelles possibilités et vous donnant le pouvoir d'atteindre des sommets que vous n'auriez jamais cru possibles. De plus, les livres servent de mentor en offrant un miroir pour réfléchir à votre propre vie. À travers les histoires des autres, vous pouvez trouver des parallèles, des leçons et des inspirations qui résonnent avec vos propres expériences. Les récits des livres reflètent souvent les luttes universelles, les triomphes et les défis qui définissent l'expérience humaine.
En vous plongeant dans ces histoires, vous gagnez en perspicacité dans votre propre parcours, favorisant la prise de conscience de soi et la croissance personnelle. Un des aspects remarquables des livres en tant que mentor est leur capacité à inspirer à l'action. La connaissance sans action est futile. Les livres fournissent non seulement des idées, mais aussi la motivation pour mettre en pratique ces idées dans votre vie. Ils vous incitent à prendre les mesures nécessaires vers la croissance personnelle, le succès et l'épanouissement. Comme je le dis souvent, le livre que vous ne lisez pas ne vous aidera pas. Dans la quête de la croissance personnelle, il est essentiel de reconnaître que l'éducation est un voyage tout au long de la vie. Les livres servent de compagnons tout au long de ce voyage, évoluant avec vous alors que vous progressez à travers différentes étapes de la vie. Les leçons que vous tirez d'un livre aujourd'hui peuvent prendre de nouvelles significations et une nouvelle importance alors que vous faites face à de nouveaux défis. Et embrassez de nouvelles opportunités. Maintenant, adressons-nous à une idée fausse courante, la croyance que l'éducation formelle est le seul chemin vers la connaissance. Bien que l'éducation formelle soit précieuse, l'éducation que vous tirez des livres est tout aussi, voire plus importante. Les livres offrent des idées pratiques, de la sagesse du monde réel et le genre de connaissances qui ne sont pas confinées aux murs d'une salle de classe. Comme je le dis souvent, l'éducation formelle vous fera gagner votre vie, l'auto-éducation vous fera fortune. Dans le domaine de la croissance personnelle, la lecture n'est pas seulement une habitude, c'est un rituel. C'est un engagement envers votre propre évolution, un choix conscient d'investir dans votre atout le plus précieux, vous-même. La lecture est une pratique disciplinée qui cultive l'habitude de l'apprentissage continu. Une habitude qui vous propulse vers l'excellence. En conclusion, mes amis, permettez-moi de vous laisser avec cette pensée, les livres ne sont pas simplement des objets inanimés avec des pages et des mots, ce sont des mentors, des guides et des compagnons sur votre chemin de croissance personnelle. À travers les pages d'un livre, vous pouvez accéder à la sagesse des âges, obtenir des idées sur votre propre vie et vous engager dans un chemin d'apprentissage et d'amélioration continue. Alors que vous naviguez à travers les chapitres de votre vie, souvenez-vous des mots de Socrate, employez votre temps à vous améliorer en lisant les écrits des autres afin que vous puissiez facilement obtenir ce pourquoi les autres ont travaillé dur. Adoptez le mentorat des livres, car à l'intérieur de leurs pages se trouve la feuille de route de la croissance personnelle, du succès et d'une vie d'accomplissement profond. Merci.